Woke. Oh, I'm woke, I'm woke. Today. Woke word. This is a competitive world. Woke. 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 Woke, c'est l'idée, c'est il faut se réveiller, prendre conscience des dominations que nous avons perdu l'habitude de voir. Mais en tout cas, ce n'était pas un terme purement polémique ou un terme créé par ses détracteurs, c'est initialement une auto-revendication. Et par ailleurs, comme c'est aussi une révolution de la logique, c'est une révolution du tiers exclu. Autrement dit, ou vous êtes avec moi, ou vous êtes contre moi. But there's another way to view wokeism, and I think about it through the lens of African-American literature. In this sense, Ralph Ellison's Invisible Man, which is published in the mid-1950s. And in the opening of The Invisible Man, which is a novel about an African-American main character whose name we never get to know, it begins with this great passage where he says, "I'm invisible, understand, simply because people refuse to see me." And in some sense, Ellison, in that opening line, captures the essence of wokeism. The legacy of slavery haunts the United States. It is the issue around which most contemporary challenges over race pivot. And the reality is that Americans have a hard time really dealing with the legacy of slavery and how it informs racial injustice even today. What will happen now? We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. The 60s, in many ways, is a moment of triumph. You've got the nonviolent civil rights movement that achieves numerous successes, particularly in the passage of the Civil Rights Act of 1964 and the Voting Rights Act of 1965. At the same time, there's this growing, festering frustration with the slow pace of change that's taking place in the United States. So by 1965, with the Watts insurrection, you begin to see bubbling over in northern communities in particular, this sense of frustration. And it's aimed at the idea that, why has it taken so long? Why is this legislation not enough? Watts is just the beginning. It'll be the beginning of this number of long, hot summers that'll take place between 1965 and the end of the decade that will really culminate with the assassination of the Reverend Dr. Martin Luther King in April of 1968. King's assassination also signals one of these moments where people are left to ponder if the nonviolent solutions that King was advocating for ultimately got him assassinated. Les années 60-70, c'était aussi l'arrivée sur les campus américains de ce qu'on appelait la French Theory, c'est-à-dire l'irruption de Deleuze, Foucault, Derrida, qui est une véritable star là-bas, puisqu'on imprime des t-shirts à son effigie, donc c'est une sorte de prince de la pensée. Et d'emblée s'installe un grand malentendu sur les messages apportés par les philosophes français. Le premier acte de la French Theory, c'est en gros la thèse de Foucault, qu'il a analysée sous différentes formes. Méfiez-vous du pouvoir. Et Derrida a ajouté quelque chose de très important, comme tout pouvoir, toute hiérarchie et tout savoir sont des constructions sociales qui arrangent les gens de pouvoir, il faut tout déconstruire. In a lot of ways, wokeism, as it's become known, is very much influenced by deconstructionism. The idea that if we look at things like language, if we look at history, it's all told from a particular perspective. That the meta-narratives that we tell ourselves about society and the way that it's structured, by their very nature, reinforce those inequalities which have helped to produce this lingering battle with racial injustice in the United States and abroad. Et le malentendu qui va se jouer entre ces différents philosophes et la pensée nord-américaine, c'est que pour ces philosophes, ce qui compte, c'est la dissolution du sujet, c'est l'abolition du moi, et c'est donc la disparition des identités. Et aux États-Unis,
la pensée de Foucault, de Derrida, de Deleuze et de Bourdieu va être vue comme, au contraire, une manière d'enraciner les individus dans leur communauté d'origine ou dans leur orientation sexuelle. Et à partir de là, le contresens va être complet et la théorie française, la French Theory, va revenir des États-Unis à la France après 30 ans de maturation, mais elle va revenir sous un autre... On voit, je dirais, ce phénomène où le concept commence dans le monde universitaire américain, arrive dans le monde universitaire français et ensuite dégouline, si je puis dire, dans l'aspect culture de masse et notamment à travers ces médias jeunes et aussi l'aspect culturel, donc à travers Netflix, à travers Disney. Le soft power, je le vois surtout dans les films et les séries. Et pour moi, s'il fallait le définir, je dirais que c'est l'exposition d'un mode de vie et de valeurs qui donne l'impression, quand tu regardes ce travail de fiction, que c'est le meilleur modèle possible. Et ça t'encourage à t'identifier, voire à copier les codes qu'on te présente. Et donc, Netflix a eu un retour de presse sensationnel sur Orange is the New Black. En partie parce que Netflix l'exporte dans 200 territoires, c'est vu partout. He got to be president, so now the rest of us get to be in prison. Et à partir de cette série qui a été érigée en exemple, maintenant toutes les plateformes et toutes les chaînes traditionnelles font un grand effort sur les castings pour être sûr que chacun est bien représenté. La diversité et la représentation, c'est une bonne chose. Ça permet aux acteurs d'accéder à des rôles auxquels ils n'iraient pas forcément accès. Chaque année, la télévision américaine fait un décompte du genre, de la nationalité de ses personnages. Les studios sont très précautionneux. Ils ne veulent pas se retrouver avec une polémique. On va les accuser de faire des castings trop blancs ou des campagnes de prix qui ne mettent en avant que des acteurs d'origine caucasienne. Mais c'est vrai que c'est une tendance maintenant à insister pour que tout soit le plus diversifié au possible. Parfois, le sujet de la série s'y prête très bien et parfois, il s'y prête beaucoup moins bien. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec Bridgerton, avec le duc d'Hastings, qui est d'origine caraïbéenne et qui est descendant d'une longue lignée de ducs noirs. La seule information de la série pour expliquer cette uchronie, c'est de dire la reine Charlotte est d'ascendance métisse. Donc on est dans un monde de la Régence, mais qui se comporte comme notre monde du 21e siècle à nous, ce qui peut être parfois un petit peu confusionnant. Il y avait une série qui était consacrée à Anne Boleyn, la seconde femme d'Henri VIII, et ils ont décidé de confier le rôle principal à une actrice jamaïcaine qui s'appelle Jodie Turner-Smith. Et ça fait beaucoup de vagues parce les gens se sont dit, mais Anne Boleyn, tout le monde voit les tableaux de l'époque, c'est une femme très diaphane. In fine, ils ont fait un parallèle entre l'aliénation mentale de cette femme au XVIe siècle, ou les pressions qu'on peut subir quand on vient d'une minorité et qu'on est discriminé. Finalement, la fiction, elle raconte toujours le moment où elle a été créée. Est-ce que les gens de Netflix croient vraiment à tout le progressisme qu'ils vendent? J'en suis pas sûre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire des sous. Et c'est toujours très agréable d'être salué comme un précurseur, comme celui qui a ouvert la marche. Et si, dans le même temps, on vous dit que ça vous permet de mieux de vendre votre série, c'est bonus sur toute la ligne. It shows how wokeism destroys everything fun in our society. Woke is being used by conservative media outlets to describe just about everything. The mission statement of wokeism, of Marxism, of the BLM movement is to destroy the nuclear family. In this current context, woke has become a catch-all for anything deemed progressive or inclusive. You see these generals lately on television? They are woke. They're woke. Our military will be incapable of fighting. So the pushback against wokeism really is located in this fear that in being woke, do we lose some essence of who we were? And when you talked about, for example, or when you hear about, for example, students on university campuses pushing back against the classics, and you hear about efforts, for example, to censor the language of college faculty,
these things are destabilizing in some sense because they really challenge our notion of academic freedom and they challenge our notion of what it means to live in a pluralistic society. Nous sommes ici pour tout changer. C'est important que vous le sachiez. On ne croit pas aux réformes. Nous croyons en l'abolition de la démocratie. C'est important de comprendre que quelque chose doit naître et grandir ici. Abolir la démocratie, c'est ça. C'est déconstruire pour reconstruire. I think we have to view it through the lens of recognizing that for so long, these were things that were not questioned. That now that they're being questioned, it's being viewed as cancel culture, when really what we want is a conversation culture. That you would hope that we create a space where young people, any individual could come and say, you know, I have questions as to why this is still relevant, and we could have a meaningful conversation where the option of taking that out of the canon would be actually part of the solution to that. Or, quels que soient les défauts de la société française, évidemment, nous n'avons pas de leçons à recevoir des Américains, surtout pas d'eux. À mon sens, le malheur américain, c'est qu'ils combattent la ségrégation par une sorte d'apartheid institué. Par exemple, le recensement aux États-Unis se fait sur des bases ethniques, raciales, religieuses ou sexuelles. Et donc, chacun est ramené à sa couleur de peau, à son origine, à sa croyance ou à son orientation sexuelle, alors qu'en principe, un recensement doit inclure tous les citoyens d'un pays. Dans la vision de l'universalisme républicain français, il ne faut pas percevoir outre mesure la race. C'est-à-dire qu'on juge quelqu'un selon le principe méritocratique républicain. Évidemment, la méritocratie ne fonctionne pas toujours, mais là, ce qui est très différent, c'est que l'idée même d'être récompensé au mérite disparaît dans le wokisme. C'est-à-dire que même en entreprise, vous allez fonctionner intégralement par un système de quotas où la personne à mettre à un poste clé n'est pas la personne compétente, n'est pas la personne méritante, n'est pas la personne excellente. Et je crois que c'est vraiment un message de défaitiste. Et dans ce sens-là, c'est dangereux parce que si mes parents m'avaient élevé comme ça, je n'aurais jamais imaginé que je suis capable de faire du bon travail, que je suis capable de mériter une promotion. J'aurais juste attendu. Et si je ne l'ai pas ce que je veux, je peux jouer la victime en disant que c'est la faute des autres. Donc moi, ce que je voudrais, c'est qu'on envoie un message positif à la jeunesse. Il faut travailler dur, il faut être optimiste, il faut être ouvert à la vie. Et vous allez pouvoir réaliser vos rêves, quelle que soit votre couleur de peau. À l'origine, c'était pas mal du tout ce qu'on appelait woke aux États-Unis. Dans les années 60-70, c'était vraiment un appel, je dirais, à la fois au cœur battant des non-racisés, comme ils disent, à faire attention à eux. Le wokisme prospère en effet sur les manquements de la promesse républicaine d'égalité des chances et de la méritocratie. On nous a promis l'égalité et pourtant, partout où on se tourne, l'égalité n'est pas atteinte. Mais là où il faut faire une nuance, une distinction importante, c'est qu'ils ne sont pas en train de dire, comme l'avait fait intelligemment Martin Luther King, votre système, votre promesse, votre idéal est beau, simplement, je trouve que vous ne l'avez pas atteint, je vais vous encourager et je vais vous pousser à être cohérent avec vos promesses. Là, ce n'est pas ce qu'ils disent. Là, ce qu'ils disent, c'est que structurellement, fondamentalement, votre système est mauvais. Et cette rupture avec l'universalisme est quelque chose de radicalement nouveau en France, en fait. Et avec des conséquences dramatiques. C'est pas des républicains déçus, si vous voulez. C'est des gens qui pensent que la République, c'est un truc de blanc, dans le fond, que c'est un truc masculin, que c'est pas du tout universel, même dans son essence. Quand vous regardez l'histoire, la liberté, c'est l'exception. La tyrannie, c'est la règle. Donc, ça nous rappelle un peu que dans un microcosme comme l'IEP, comme dans une société tout entière, cette liberté, elle n'est pas garantie, en fait. Et donc, il faut défendre l'idéal républicain, car il est le seul compatible avec l'idée de la démocratie et l'idée de l'émancipation.
J'ai rencontré James Baldwin en 84 à Paris. Il nous a expliqué deux choses sur la société française. Il a dit, quand je suis arrivé en France, je crois que c'était en 1948, il était misérable, il n'avait pas un sou en poche. Il m'a dit, ce qui m'a frappé, c'est que les Français étaient complètement indifférents. Ils ne me voyaient pas. Il y a 30 ans, c'était pas tout à fait sûr de mon avenir. Et je suis venu en France, franchement, uniquement pour quitter les États-Unis. Pourquoi? Parce que je ne pouvais plus supporter... comment dirais-je? Il y a des choses banales, comme je ne pouvais pas supporter être traité comme sale nègre. Il était homosexuel. Il m'a dit, les Français s'en fichaient complètement. Il m'a dit, cette indifférence m'a sauvé. En Amérique, j'étais immédiatement stigmatisé, soit comme noir, soit comme homosexuel. En France, je n'étais pas regardé. Et il dit, les Français m'ont délivré des béquilles de la race. Alors ça, c'est un mot fondamental, les béquilles de la race. C'est-à-dire, on a besoin d'une béquille racialiste pour expliquer la marche du monde. Il dit, en France, ça marchait autrement. I love that story, and I think it would be true of any number of African-American artists and intellectuals Baldwin found. The universalist philosophy is sound. It begins with the premise that we should be working towards societies that are equal, but we also have to do the hard work of removing the blinders and recognizing those areas which create, and those impulses which create division. And we have to think in concrete terms about adopting strategies to challenge that so that when they cross borders, we're uniform in our recognition that the danger here is not diversity, it's not pluralism, it's not universal values that privilege our shared humanity. The danger is in division itself.